Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers étudiants, chers toutes et tous. Il y a peu de temps, Alain Finkielkraut, dans son émission Réplique sur France Culture, disait « La mort est humaine, pour autant, elle n'est pas un événement naturel ». Et il disait il y a ici ce phénomène de la mort qui appartient à une forme de culture. On ne meurt pas ici comme ailleurs, on ne meurt pas aujourd'hui comme on mourait il y a 50 ans. Il y a donc ici un certain nombre d'éléments, les grands défis que pose la médecine, qui sont autant de nouveaux dilemmes, qui amènent à considérer que le sujet de la fin de vie, parler de la fin de vie, suppose d'avoir une réponse évolutive, une réponse qui n'est pas figée, à supposer que, et il y a déjà une loi qui existe et que demain il y en ait une autre, cela ne signifie pas pour autant que dans 20, 40 ou voire au-delà, la même loi sera reprise. Cela pour vous dire que le sujet dont je vais vous entretenir ce soir, faut-il légiférer sur la fin de vie, est un sujet bien sûr grave, dense, profond, mais surtout complexe. Et il aurait pu tout à fait, compte tenu de l'universalité des questions qu'il pose et qui s'adressent au plus intime de l'intime de chacun et chacune d'entre nous, il aurait pu aussi bien être traité par un philosophe ou une philosophe, un sociologue, anthropologue, médecin, un scientifique, tout un chacun, une personne expérimentée dans le domaine de la santé. Oui, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous et aujourd'hui, demain, à travers nos proches, à travers nos métiers. Et on se rend compte tenu de l'acuité et de l'extrême complexité des questions qui sont liées à cette fin de vie et de manière sous-jacente, le droit de mourir, de décider de l'heure de sa mort, on se rend compte qu'il est extrêmement difficile d'en parler sans avoir de préjugés, de se reposer sur un certain nombre de convictions. Alors, si vous m'y autorisez, je voudrais placer les propos qui vont être les miens, et j'espère, après la grande discussion qui suivra, sous l'égide de cette pensée de Virginia Woolf que j'ai découverte un peu par hasard au fil des lectures et qui retentit profondément. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quoi qu'il en soit, quand un sujet se prête à de nombreuses controverses, ce qui est le cas pour tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, a trait aux questions que nous appelons les questions de société. On ne peut espérer dire la vérité et on doit se contenter d'indiquer le chemin suivi pour parvenir à l'opinion qu'on soutient. Il faut se borner à donner à ses auditrices, à ses auditeurs, qui tiendront compte des limites, des préjugés, des particularités de la conférencière, leur donner l'occasion de tirer leurs propres conclusions. Et c'est sous l'égide de cette pensée que je souhaite placer mes propos et vous propose de les tenir pour tels. Dernière précision avant d'entrer, j'allais dire dans le vif du sujet, faut-il légiférer sur la fin de vie? Après coup, je me suis dit, l'intitulé n'est pas correct, parce que vous seriez en droit de vous dire que nous n'avons pas de législation sur la fin de vie, ce qui est faux. Il existe, on va en parler très rapidement, il existe
un droit. Le législateur s'est emparé de cette question. On verra dans quelles circonstances et comment. Il existe une législation sur la fin de vie. C'est la raison. Alors, ce que je voudrais aussi, c'est, sans ignorer, bien évidemment, toutes les implications qui vont se dégager de mes propos, et que, d'une manière un peu binaire, on pourrait dire, qui vont être extra-juridiques, je voudrais, à la fois par sécurité et parce que je ne peux pas m'improviser des compétences qui ne sont pas les miennes, partir de ma posture de juriste. Et donc, tout ce que je vais vous dire ce soir va partir de la façon dont une juriste peut appréhender. Alors, la législation qui existe sur la fin de vie, c'est ce que l'on verra dans une rapide généalogie, mais ensuite, peut-être aussi approfondir ce que j'appelle les mots de la loi, MOTS, en espérant que ce ne sont pas les mots, MAUX, de la loi. Et enfin, dans un troisième temps, pour vous annoncer le cheminement qui va être le mien, eh bien, m'interroger devant vous, et j'espère après avec vous, sur les questions que pose la fin de vie, les questions, et est-ce que le droit peut donner des réponses? Quelles sont-elles? Et est-ce qu'il y a une réponse du droit? Voilà. Voilà, très rapidement brossé, le chemin que nous allons emprunter. Et alors, dernière précision encore, je sais bien, et moi-même, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, constamment, en arrière-plan, et dans les lectures que j'ai pu faire, les émissions que j'ai écoutées, les vidéos, etc., auxquelles j'ai eu accès, il y avait toujours cette idée, qu'est-ce que l'euthanasie? Est-ce que... voilà, l'euthanasie, oui, l'euthanasie n'est pas... La fin de vie est distincte de l'euthanasie, mais j'ai bien conscience que même si elle n'est pas nommée formellement en tant que telle, même dans les projets, les propositions de loi les plus radicales qui souhaitent que soit introduite cette notion en droit français, c'est bien quand même cette idée d'euthanasie qui reste présente. Et justement, si j'ai choisi d'évoquer la signification des mots de la loi, c'est peut-être pour tenter de préciser un certain nombre de notions, et chaque notion ayant une définition particulière, même si parfois, vous verrez, on peut reprocher le reproche d'être un peu formel. Alors, une rapide généalogie. Une rapide généalogie... on a souvent entendu dire que la loi Leonetti du 22 avril 2005, du nom du député qui en a été à l'origine et qui a remis un rapport qui s'intitulait respecter la vie, accepter la mort, était au fond une réponse à la situation, à l'événement dramatique qu'avait constitué la mort de Vincent Humbert dans les conditions que vous avez connues, parce qu'on peut dire que la France entière, comme dans... J'ai du mal à utiliser le mot affaire, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Dans cette affaire, comme d'autres dans lesquelles nous aurons l'occasion, propos desquelles nous aurons l'occasion de reparler, chacun s'est senti concerné, le mal de l'un et le mal de l'autre, et il y a cette répercussion au niveau de la société tout entière et de la conception qu'elle se fait de la mort, de la fin de vie. Donc, on a souvent dit que c'était en réponse à cette demande qu'avait fait Vincent Humbert et la réponse de sa maman qui assistait du médecin qui lui avait administré dans un premier temps, hélas, on sait que cette substance n'a pas provoqué la mort, que le médecin l'a réanimé, mais que dans un second temps, il lui a été administré une substance, un produit qui a entraîné sa mort, et que
disons que cela avait entraîné cette loi. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où il a été demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de réfléchir sur la façon dont quelles pourraient être les réformes envisageables afin que pareille situation qu'on ne retrouve plus pareille situation et qu'on puisse l'éviter. Mais c'est faux dans la mesure où la loi Leonetti, on va le voir, apporte des réponses substantielles sur cette question, mais va bien au-delà et s'efforce d'apporter une réponse sur la fin de vie. Cette loi, donc, on peut le noter surtout dans ce domaine, elle a été votée à l'unanimité, enfin à la quasi-unanimité, l'unanimité moins une voix, à l'Assemblée nationale, et de manière plus curieuse, les sénateurs se sont divisés. Mais elle a été votée, donc une loi qui résulte vraiment de la représentation nationale, et elle contient de grandes idées. Bien évidemment, elle affirme le droit au respect de la dignité de la personne dans sa mort. Et rapidement, énonçons les points cardinaux sur lesquels, après, nous réfléchirons. La loi précise que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Cette expression d'obstination déraisonnable, qui renvoie à l'idée plus communément admise d'acharnement thérapeutique, est importante dans la mesure où il faut savoir que si un patient était privé de sa conscience, qu'il se trouve en fin de vie, dans une situation dans laquelle tous les traitements curatifs auraient échoué, eh bien, il serait concevable de ne pas continuer les actes médicaux afin qu'il n'y ait pas d'obstination déraisonnable. Je voudrais d'ailleurs vous dire que la jurisprudence a eu l'occasion de statuer sur cette notion d'obstination déraisonnable. C'est le tribunal administratif de Nîmes, le 2 juin 2009, qui a condamné un établissement hospitalier de la région de Nîmes parce qu'il avait réanimé un nouveau-né qui était né en état de mort apparente. Donc, les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Ce qui est un point qui marque une rupture substantielle avec le droit antérieur, qui n'en possédait, disons, c'était l'absence totale. La loi prévoit la limitation et l'arrêt de traitement à la demande du patient. On verra qu'on a appelé ça la doctrine du double effet. Mais disons ici, d'emblée, que ce faisant, le patient conscient peut demander, même s'il n'est pas mourant, peut demander l'arrêt ou la limitation des traitements à visée curative, et que, ici, on peut considérer qu'on ouvre la porte à l'idée d'une mort décidée par le patient, sans la violence attachée par certains à l'acte létal qui serait effectué par autrui ou voire même par le patient. Donc, possibilité pour le patient qui a sa conscience et son autonomie de demander la limitation à l'arrêt des traitements, possibilité aussi de faire ce que l'on appelle des directives anticipées, c'est-à-dire prévoir
émettre des souhaits, si j'ose dire, sur la façon dont tout un chacun, vous, moi, eh bien, nous voudrions que, en cas de fin de vie, il soit, quelles seraient les décisions et que l'on respecte notre volonté. On a appelé ça aussi un testament de vie sur les dernières volontés. On verra ce que sont ces directives anticipées dans l'état du droit et ce que l'on voudrait qu'elles deviennent, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, il va être demandé au corps médical et à tout un chacun, quand elles existent, d'en prendre, de les connaître et d'en prendre compte, mais la décision finale revient au corps médical. Également, il a été envisagé ce que le droit connaissait déjà, la notion de personne de confiance, c'est-à-dire une personne qui peut être un proche, mais pas nécessairement, avec laquelle la personne malade entretiendrait des liens particuliers et qui pourrait parler en son nom en l'absence de directive anticipée lorsqu'elle serait dénuée de toute conscience. Voilà, très schématiquement dit, les traits saillants de cette loi Leonetti. Peu d'années, un certain nombre d'années, mais peu, interviennent et puis nous arrivons à la campagne présidentielle. Et lors de la campagne présidentielle, il y a un candidat, M. François Hollande, qui a émis une proposition au cours de sa campagne. C'est la proposition numéro 21, je vous la lis. Il était proposé que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, toute personne donc puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Et un hebdomadaire commentait cette proposition en parlant d'un acte de compassion destiné à soulager la personne. La campagne présidentielle achevée, un président de la République a été élu et M. Hollande, bien sûr, est devenu le président de la République. Et en raison devenu président de la République, lié à des événements qui ne concernent pas spécialement la fin de vie, mais le président de la République a nuancé ses positions et en particulier lorsqu'il visitait, je crois que c'est au mois de juin 2012, un établissement de soins palliatifs, Notre-Dame-du-Lac, eh bien, il s'est rendu compte de la complexité, de la difficulté et de la nécessité de savoir ce que le peuple, mais le peuple en tant que corps électoral, vous et moi, quelle était son opinion, quel était son ressenti. Au fond, si le législateur devait intervenir, voilà, que pensait le peuple là-dessus. Alors, il a demandé au professeur Didier Sicard d'organiser une commission, ce qu'il a fait, et cette commission, composée de personnes des sachants et des personnes diverses, a très bien travaillé, a travaillé pendant 4 mois et demi. Elle a entendu plus de 4000 personnes, des malades, des proches des malades, du personnel de santé, des scientifiques, des philosophes. Elle s'est déplacée en pays étrangers. Bref, à l'issue de ce travail extrêmement nourri et profond, un rapport a été remis au président de la République au mois de décembre 2012 qui s'intitule « Penser solidairement la fin de vie » et dans lequel ce qui est consigné et au fond, il y a 2 parties dans ce rapport, un constat, un état des lieux de ce qu'ils ont vu, entendu de la part des personnes interrogées et une partie proposition. Pour celles et ceux qui connaissent, je m'excuse de détailler un peu, mais vous serez peut-être surpris de savoir que ce rapport dresse un état des lieux sans complaisance de la question de fin de vie en France.
de la question de fin de vie en France. Et d'ailleurs, c'est le professeur Sicard qui disait « on meurt mal en France ». Et il se demandait si ce mal mourir n'était pas la cause de cette demande de bonne mort, entendez euthanasie, qui est réitérée, demandée. Je vous le redirai, mais les sondages, quand on pratique des sondages, la majorité des Françaises et des Français sont favorables à l'euthanasie. Donc, un constat sans complaisance sur ce mal mourir. Et il constatait alors une chose qui peut paraître absolument stupéfiante pour le juriste dogmatique, que j'espère ne pas être trop quand même. Il constate la chose suivante. Il dit, mis à part les services de néonatologie, on pourrait parler de l'euthanasie des nouveau-nés, mais pour l'instant, je ne l'ai pas évoqué, c'est une situation encore particulière. Mis à part les services où on réanime des personnes très jeunes accidentées, eh bien, il disait dans les services de médecine, de chirurgie traditionnelle, la loi est connue sous son sigle, mais la loi est inconnue dans son contenu. Alors, il constatait que c'était absolument impressionnant. 2005, 2012, 7 ans, 8 ans après la loi Leonetti, surtout lorsqu'on sait que Jean Leonetti a fait un nombre impressionnant de conférences, qu'il a été écouté, entendu. Toujours est-il que la loi n'est pas passée dans la fonction professionnelle. Pourquoi ? Il me semble, et je me suis efforcée de dégager plusieurs raisons. Je crois que nous vivons dans une illusion, dans l'illusion que lorsque le législateur vote une loi, celle-ci va s'appliquer de facto. Certes, il est évident que la loi votée, régulièrement promulguée, est applicable. Mais pour qu'elle soit effectivement appliquée, il faut que cette loi rentre dans la réalité du vécu de chacun. À défaut, son application reste virtuelle. Et c'est ce qui s'est passé pour la loi Leonetti. La loi n'a pas été intériorisée, la loi n'a pas été assimilée. Tout un chacun, et je l'avoue, je n'avais avant, moi cela fait bien, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ces questions, mais en 2005, je n'avais qu'une connaissance extrêmement vague de ce que disait la loi Leonetti sur ces questions. Alors, que note la commission Sicard à ce sujet? Eh bien qu'il y a un décalage absolument surprenant entre ce qui est dit dans la loi et la façon dont elle est perçue par les citoyens. Les citoyens, ils ignorent la loi, tout simplement. Et l'imaginaire collectif a fini par garder de la loi ce qu'elle ne dit pas. Et on l'a entendu bien souvent, on a retenu que le fait que la loi n'a pas empêché l'acharnement thérapeutique, alors qu'on vient de le voir, on a un article qui s'y oppose, et également l'idée que la loi n'admet pas l'euthanasie dans sa forme radicale, ce qui est vrai. Côté médecin, aucun séminaire sur le sujet. À titre indicatif, sur 300 médecins exerçant en Savoie, seuls 8 ont reçu une formation en soins palliatifs. Ils ont constaté aussi que d'un établissement à l'autre, on avait des solutions absolument différentes. Et donc, à partir de là, le constat essentiel a été de dire que la demande réitérée des citoyens par rapport à l'euthanasie, qui est vrai, n'était pas tant fondée sur des arguments que était l'expression d'une angoisse collective face aux sentiments que les citoyens éprouvent par rapport à l'appropriation de la médecine de la fin de vie. Ici, on se rend compte que est retracé un sentiment très très paradoxal, que tout un chacun dans son fort interne, on demande à la médecine de faire reculer en permanence la mort
et avec les progrès extraordinaires, gigantesques qu'elle a fait, elle le peut, on parle du vieillissement de la mort par rapport à tout ce qu'a obtenu, les résultats. On lui demande de faire des miracles. Et quelle n'est pas la personne qui, ayant un de ses proches extrêmement malade, n'a pas souhaité que la médecine tente le traitement de la dernière chance. Bien. Donc on lui demande d'avoir des performances, parce qu'elle peut en avoir. Une idée de performance, d'ailleurs, qui aboutit aussi, vous voyez, comme tout est complexe, à l'obstination déraisonnable. Et en même temps, à côté de cette idée de vouloir tout demander à la médecine, lorsque, en particulier dans les cas de réanimation, des personnes du SAMU étaient interrogées, il y a une enquête qui a été menée, elle disait on nous demande de réanimer des morts. Bref, lorsque la réanimation n'a pas ramené à la vie une personne avec une autonomie qui était la sienne avant qu'elle ait été réanimée. Donc en cas d'échec de la réanimation, en même temps, tout un chacun va reprocher à la médecine cet échec, le côté effroyable de cet échec, puisque la personne va être dans un état de coma, de semi-végétatif permanent, et on aura l'occasion de parler de cette question qui est au cœur, là encore, de l'actualité en ce moment. Et les proches, finalement, considèrent que cet état dû à la médecine, qui a réanimé alors qu'elle n'aurait pas dû réanimer, cela provoque des souffrances considérables pour l'entourage. Et donc, voyez-vous, on a cette ambivalence. Confiance dans la médecine pour soigner, et en même temps, on lui reproche de nous faire payer le prix de cet enfermement, de cette médicalisation. On lui demande tout. Le professeur Sicard disait, c'est comme si on lui demandait le visa. Il disait, dans d'autres circonstances, on pourrait parler comme une sorte d'extrême onction, d'authentifier qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Et il ajoutait d'ailleurs, on meurt en France, à la différence de ce qui se passe à l'étranger, beaucoup, beaucoup trop à l'hôpital. 70% des personnes décèdent à l'hôpital, et il considérait que l'on pourrait aussi envisager, prendre des mesures pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et donc, finalement, il tirait de toutes ces considérations le fait que les citoyens demandaient à ce que leurs paroles soient entendues. On verra ce que cela signifie concrètement. Ça, c'est pour le constat. Pour la partie changement, le rapport de la commission Sicard évoque alors, un certain nombre d'améliorations. Il trouve déjà que la loi Leonetti, il faudrait qu'elle soit appliquée, qu'elle est très bien, qu'il y a quelques petits points à modifier, mais il y a une proposition qui, pour certains, a été considérée comme un changement de paradigme, un changement radical dans des situations qui pourraient intervenir dans des situations non prévues par la loi. Je l'ai dit, je le prononce, il s'agit de proposer, si le législateur venait à se saisir de cette question, de l'assistance au suicide. Alors, dans le rapport Sicard, attention, ce serait quelque chose d'extrêmement circonscrit pour certaines personnes atteintes d'une maladie évolutive et incurable au stade terminal. La commission, et je pense que le professeur Sicard, qui a passé 50 ans auprès des malades et des personnes, il a dû voir des personnes en fin de vie, la perspective pour ces personnes d'être obligées de vivre jusqu'au terme ultime, de vivre cette fin de vie dans un environnement médicalisé, où la perte d'autonomie, la douleur et la souffrance ne peuvent être soulagées que par des soins palliatifs et parfois pas totalement, que cela pouvait leur apparaître insupportable. D'où ce qui est remonté aussi des personnes qu'ils ont interrogées, le souhait de pouvoir interrompre cette existence, leur existence, avant son terme. Et donc la demande est celle d'une assistance au suicide sous la forme de médicaments qui seraient prescrits par le médecin et absorbés par la personne. Suicide, c'est-à-dire que la personne prend elle-même la
face à la gravité de la situation, le rapport Sicard a été remis au président de la République et celui-ci a demandé au Comité consultatif national d'éthique de se prononcer sur un certain nombre de questions. Le Comité national d'éthique a rendu son avis, un avis numéro 121, le 1er juillet 2013. Et alors, contrairement, disons, à un autre avis qu'il avait émis en 2000, et peut-être rejoignant un avis qu'il avait émis en 1999, les principes émis par ce comité sont de considérer que l'application, la législation telle que nous la connaissons suffit. Il suffit de préciser quelques points dont l'interprétation peut laisser à désirer. Il faut savoir que il y a eu 2 personnes, 2 voix discordantes sur les 40 membres de ce comité pour considérer qu'il faudrait qu'il émette un avis sur l'aide active à mourir. Toutes les autres ont considéré qu'il y avait en l'état interdiction faite aux médecins de provoquer délibérément la mort. C'était une protection pour les personnes en fin de vie. En revanche, ils considèrent que les directives anticipées devrait être contraignante. Je l'ai oublié, mais le rapport Sicard prévoit la même chose, exactement, directive anticipée contraignante. Voilà, que les soignants puissent s'y conformer. Alors, si je dresse un petit bilan provisoire sur cette généalogie de la législation telle que nous la connaissons, eh bien, on se rend compte de la complexité. On a changé de présidence, on a changé de gouvernement, on a changé de majorité parlementaire. Et nous avons vu que les décisions, les solutions ne sont pas figées. Elles évoluent, des nuances sont apportées. Le comité d'éthique a modifié sa position, l'Académie de médecine en apporte une autre. Sachez aussi, peut-être le savez-vous, mais que depuis la loi Leonetti, donc ça va faire 9 ans depuis qu'elle est promulguée, rien que quand on répertorie les propositions officielles, il y a eu 12 propositions de loi émanant de députés, de sénateurs, qui ont été présentées, et toutes, sauf une, qui a été le 25 avril présentée par M. Leonetti et qui est dans la mouvance de la loi qui porte son nom et donc envisage surtout les questions de sédation terminale ou non. J'y reviendrai. Toutes sont des propositions qui envisagent l'assistance médicale au suicide ou l'aide active à mourir. Je pense que c'est un constat dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Voilà. Je dirais aussi que, quelle que soit la façon dont ce droit de la fin de vie est envisagé, il y a un consensus pour admettre que l'on doit s'opposer à l'obstination, à l'acharnement thérapeutique, qu'il faudrait, là ce serait une toute autre question, on en parlera certainement, mais à soi seul ça suffirait une conférence, donner aux établissements de soins palliatifs un statut qu'ils n'ont pas encore, afin qu'ils puissent non pas recueillir les patients à l'extrémité de leur vie. Il faut savoir aussi que soins palliatifs n'est pas nécessairement synonyme de fin de vie. Et je remercie beaucoup Isabelle Ambrosin de l'éclairage qu'elle m'a apporté en me fournissant un certain nombre de documents là-dessus. Les établissements de soins palliatifs visent à supprimer, soulager la douleur. Et donc, l'unanimité se fait pour admettre la nécessité, l'importance et le fait de devoir accorder un statut digne de ce nom aux établissements de soins palliatifs. Également, un consensus sur les directives anticipées pour que, à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui, on verra par rapport au consentement ce que cela signifie à la volonté, mais
tout un chacun s'accorde à dire qu'il faudrait qu'elles aient un caractère contraignant. Vous allez me dire, cela va de pair avec l'idée que la parole du malade doit être entendue, puisque c'est la personne qui fait ces directives qui, un jour, se trouvera dans cette situation. Voilà à ce stade. Alors, nous arrivons maintenant au deuxième point que je souhaitais développer avec vous, les mots de la loi. Et si vous m'y autorisez, je vais partir des mots de la loi Leonetti et puis j'envisagerai les mots de la fin de vie qui, dès lege ferenda, pourraient être envisagés. Donc les mots de la loi, ceux qui sont dans la loi Leonetti, on a parlé de l'arrêt et de la limitation des traitements, c'est un droit pour le patient. Et le médecin doit se conformer à sa volonté. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement important. Plus précisément, ce refus signifie qu'on va arrêter un traitement curatif ou s'abstenir d'envisager un traitement curatif, d'effectuer ce traitement qui pourrait prolonger la vie du patient, mais ce n'est pas un arrêt brutal qui, lui, reste condamné en l'état de la législation et serait considéré comme un homicide aujourd'hui. Je vous donnerai un exemple jurisprudentiel. Ce n'est pas un arrêt brutal, c'est un arrêt des traitements curatifs auquel on va substituer un traitement palliatif, c'est-à-dire traitement de confort, agir contre la douleur, la souffrance. Une assistance dans l'agonie, on s'incline devant une situation irrémédiable, on attend l'issue fatale. Ici, bien évidemment, il est important que le patient ait son autonomie et sa conscience et que ce soit lui qui le décide. Voilà. Il faut savoir ici que si telle est sa décision, on va lui demander de la réitérer et après il faudra la mettre à exécution. Voilà ce qui est important. Alors, cette limitation, cet arrêt des traitements est différente, je disais, de l'arrêt des soins brutal qui entraînerait une mort brutale, parce que là, il n'y a aucun substitut. Et de ce point de vue-là, même bien avant la loi Leonetti, la Cour de cassation a condamné un anesthésiste qui, d'ailleurs, au mépris de l'avis de l'équipe médicale dans laquelle il se trouvait, il a agi de sa propre initiative. Il a mis un terme à la réanimation alors qu'il savait que son geste allait entraîner une mort rapide, alors que tout espoir n'était pas perdu et il a été condamné pour homicide. Donc l'arrêt des traitements, la limitation ne doit pas être est tout à fait différente de l'arrêt brutal du traitement qui ne comporte aucun substitut. Voilà pour cet arrêt des traitements. Quant aux directives anticipées, alors ici, je vais être amenée à évoquer, on pourra en reparler, j'ai les décisions ici de la tristement célèbre et en pleine actualité situation de celle de Vincent Lambert. Alors, Vincent Lambert n'avait pas fait de directive anticipée. Bon, on se demandera s'il en avait fait, si la situation eût été différente. Mais ces directives anticipées, en quoi consistent-elles? Eh bien, on l'a dit, ce sont des vœux, des souhaits exprimés par une personne toute personne majeure, qui va indiquer ses souhaits relatifs aux conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement concernant sa fin de vie, pour le cas où elle serait un jour incapable d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont valables 3 ans. En un sens, tant mieux. Si aujourd'hui une personne de 30 ans fait des directives anticipées, on comprend aisément que 10, 15, 20, on lui souhaite
très tardivement, le plus tardivement possible, les directives anticipées qu'elle pourrait donner ne soient pas les mêmes que celles qu'elle aurait effectuées en étant bien portante, jeune et éloignée d'une manière ou d'une autre de la maladie comme de la mort. Donc, elles sont révocables à tout instant, également, bien sûr, l'arrêt de traitement et limitation aussi, et elles ne sont valables que 3 ans. Il faut qu'il y ait au moins 3 ans à partir du moment où la personne n'a plus son état de conscience. Aujourd'hui, on se rend compte que moins de 2% des patients en fin de vie et qui ne sont plus en état d'exprimer leur volonté ont rédigé des directives anticipées. On peut le regretter dans la mesure où, même si c'est imparfait, c'est un moyen réel qui nous permet à tout un chacun d'exprimer notre volonté. Et on pourrait se dire qu'il est préférable de suivre cette volonté que celle d'un proche. Pensez à ce qui se passe autour de Vincent Lambert en ce moment, où sa famille est déchirée. Directive anticipée, de lege ferenda, on pourrait envisager de repenser le concept, de lui donner une valeur autre que celle qui lui est conférée actuellement. D'ailleurs, le comité consultatif, à cet égard, avait émis 2 points. Il disait qu'il pourrait y avoir 2 sortes de directives anticipées. La première, ce serait des déclarations anticipées de volonté. On exprimerait un souhait, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé. Et puis la seconde, ce serait réellement des directives anticipées, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudrait que le médecin, le corps médical, soit obligé de les respecter. Alors, ceci étant dit, il faudrait qu'elle soit rédigée plus tôt qu'aujourd'hui, et peut-être dès l'annonce d'une maladie potentiellement mortelle, en tout cas qui n'a pas, dans l'état scientifique et des connaissances, n'est pas guérissable. Ce pourrait être aussi un moyen de communication avec le médecin qui va expliquer les traitements que l'on peut faire, ce que l'on peut refuser, et la personne malade aurait le temps de mûrir sa réflexion. Effectivement, avec quand même cette différence que, et on va le voir pour les demandes euthanasiques, lorsque je formule une directive anticipée, si demain je me mets à ma table de travail et que je souhaite rédiger des directives anticipées, en l'état, je ne vais peut-être pas les rédiger comme si j'étais à ma dernière agonie. Et donc, même si ces directives sont révocables, il y a cette difficulté à penser ce que nous pensons, disons, formulons, souhaitons quand nous sommes en bonne santé, quand il nous reste des raisons de vivre, on va dire, avec le moment où tout espoir est perdu, et au sens de Jean Kelevitch, où il y a véritablement désespoir, ce qui l'a mené d'ailleurs à se prononcer si ce n'est en faveur, admettre l'euthanasie, puisqu'il disait que pour une personne désespérée, il ne peut, de véritablement désespérée, il considérait que, voilà, il ne peut pas y avoir d'autre issue que de mettre fin à ce désespoir. Alors, directive anticipée, nous franchissons là une autre étape dans l'étude de lege ferenda, le suicide assisté. Alors, il y a une évolution sémantique que de sages et nombreux commentateurs n'ont pas manqué de remarquer. Ils disent, voilà, on est passé d'un abrégement possible de la vie, mais non recherché, c'est la fameuse formule du double effet. Hein. Ce qui est visé, c'est de soulager la douleur, mais pas de provoquer la mort. On est passé de cela, donc la mort n'est pas recherchée, à la possibilité d'un geste accompli par un médecin qui va
accélérer, enfin d'un geste accompli par un médecin, pardon, d'un geste accompli par le médecin qui va donner au malade la substance létale et donc qui va accélérer la survenue de la mort. Je voudrais dire un mot sur ce point de, là encore, la terrible situation qui fut celle de Chantal Sébir en 2008. Cette personne qui était atteinte d'une tumeur absolument rarissime, mais qui non seulement était incurable, s'aggravait, était évolutive, il n'y avait aucun espoir de guérison, mais la défigurait entièrement. Vous savez, on dit que la maladie est un assaut ontologique et à travers ce que disait cette personne, on ressentait bien qu'il y avait cette perte d'identité de son être et à quel point la maladie l'avait atteint dans son être. Toujours est-il que Chantal Sébir a demandé à la justice. Alors, là aussi, dans l'ordre des symboles, c'est important, parce que la suite va nous montrer que la justice, elle a agi seule. Mais elle a demandé à la justice que soit reconnu le droit pour son mari qu'il y ait le suicide assisté. Et la justice l'a refusé. Et la justice l'a refusé en respectant les termes de la loi Leonetti qui n'admet pas le suicide assisté. Il y a une différence entre demander l'arrêt des traitements, bien que certains trouvent cela hypocrite, et des traitements auxquels on va substituer des traitements uniquement de confort, et qui vont entraîner la mort, parfois même à très brève échéance, parce que ça va s'accompagner d'une sédation. Et en tout cas, la justice a répondu négativement. Également pour un autre cas semblable qui s'était adressé au président de la République qui avait répondu négativement. Alors, Chantal Sébir a été retrouvée morte quelques jours plus tard. Elle avait donc elle s'était suicidée elle-même, mais je pense qu'elle avait voulu officialiser que la justice, qu'il y ait cette consécration par le pouvoir, l'autorité judiciaire de cette assistance au suicide. Voilà. Alors, suicide assisté et euthanasie. J'en ai dit quelques mots en évoquant les points du rapport Sicard. C'est différent. Suicide assisté, la personne absorbe une substance létale. Euthanasie, la substance létale est administrée par un tiers. Également, on sait que dans le rapport Sicard, qui parle du suicide, qui évoque la possibilité du suicide assisté, il envisage à aucun moment que cette hypothèse puisse être une alternative pour la personne mourante en agonie. Absolument pas. Et il distingue bien cette situation de l'euthanasie, dans la mesure où, lorsque la personne ne serait plus consciente, eh bien, elle ne pourrait pas demander le suicide assisté, mais pour autant, il ne lui serait pas administré de substance létale, parce que le rapport Sicard se prononce fermement contre l'euthanasie, contre l'aide active à mourir donnée par un tiers. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la personne inconsciente, le rapport Sicard nous le dit, pour elle, seule la sédation terminale pourrait être envisagée consécutivement à l'arrêt des traitements. L'Académie de médecine, je n'irai pas jusqu'à dire à railler cette proposition du rapport, mais à considérer que c'était une distinction tout à fait artificielle, encore que, et que de toute manière, le résultat était le même, on aboutissait à l'euthanasie. On va voir, quand on va travailler la question du consentement, qu'est-ce que la volonté du patient et son degré d'autonomie, que ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Je voudrais aussi dire que dans l'État d'Oregon, dans les États-Unis d'Amérique, où le suicide assisté est admis depuis 2006, des enquêtes ont montré que la moitié des personnes malades et en phase terminale qui ont sollicité et obtenu le médicament létal, 50% d'entre elles, voilà, n'en ont pas fait usage. Alors, suicide assisté, euthanasie, on se rendait compte déjà que pour certains, il n'y a même pas une différence de degré, mais une forme indirecte d'euthanasie. Alors, euthanasie.
euthanasie, bonne mort, étymologiquement, avec une définition, c'est un acte positif qui vise à procurer un résultat précis, la survenue de la mort par l'administration d'une substance létale, l'administration par un tiers de cette substance létale. Euthanasie et suicide assisté, nous avons distingué euthanasie et sédation terminale. Là encore, les frontières sont poreuses, mais elles demeurent. La distinction se fait au niveau de l'intention. Dans la sédation, l'intention est d'agir sur la douleur, la souffrance du patient. La mort n'est pas recherchée. Elle est la conséquence. Dans l'euthanasie, ce qui est recherché, c'est la mort. Et vous savez, le juriste, vous trouverez peut-être cela du pinaillage et des distinctions byzantines, mais le juriste est familiarisé avec ces distinctions quand nous disons qu'une chose a pour objet et pour effet. Et pour objet, c'est ici la recherche directe de la mort, et pour effet, ce sont les conséquences qui vont survenir et qui vont entraîner la mort, alors que l'objet, c'était de soulager la douleur et la souffrance. Donc, même s'il y a ici, une différence, allez, pas infinitésimale, mais extrêmement poreuse, et elle demeure quand même. Alors, il faut quand même savoir, et ça c'est important, qu'il y a une proportion minimale, mais réelle, de services médicaux qui pratiquent la sédation terminale sans avoir consulté le patient, et même lorsque celui-ci est inconscient, sans avoir consulté sa famille. Alors nous arrivons à la question euthanasie, les thèses extrêmes. Peut-on être pour, contre l'euthanasie? Je ne voudrais pas poser le problème en ces termes. Je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que on sait, depuis 1980, mais on sait qu'annuellement, il y a autour de 0,2% de décès par euthanasie. On le sait, il y a ici une chape de plomb, un silence, personne ne voulant prendre l'initiative, mais cela existe. En tout cas, l'euthanasie existe, l'euthanasie à la marge est pratiquée, et c'est une demande qui est réitérée. Alors je vous disais que je ne peux pas rentrer dans des considérations qui sont à la fois d'ordre éthique, philosophique, idéologique, des partisans et des personnes qui vont à l'encontre de l'admission de l'euthanasie. Je voudrais juste vous dire et vous donner quelques exemples que, de part et d'autre, on utilise les mêmes mots auxquels on donne des significations divergentes, voire opposées. Exemple. Dans les deux cas, on revendique le respect de la vie. Pour les personnes qui sont contre l'euthanasie, la vie avec un grand V, la vie qui est la valeur suprême et que rien ni personne ne doit pouvoir interrompre. Je voudrais d'ailleurs dire aussi que dans les éléments en faveur ou contre l'euthanasie, la religion est quasiment absente. On pourra faire un tour d'horizon sur ce que disent les religions à ce sujet si certains sont intéressés, mais voilà. On a ici des courants associatifs extrêmement forts, extrêmement puissants. Bien. Donc, partisans de la vie, ceux qui sont pour l'aide active à mourir, ils disent « mais la vie avec un grand V, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que l'on met sous le terme de vie et qu'est-ce qu'une vie qui ne permet plus de goûter les plaisirs minimes de toute la vie, une vie qui n'a plus de raison d'être, une vie qui ne sert à rien n'est plus une vie. Voilà. Également, c'est au nom de la liberté que de part et d'autre on revendique
pour ou contre, certains disant en héritage de cette éthique de l'autonomie qui nous vient au-delà de la révolution de l'idéologie des Lumières, l'autonomie de l'individu, je choisis ma vie, je choisis ma mort, la médecine et la société ne peuvent décider si ma vie vaut ou non la peine d'être vécue, et il m'appartient à moi d'en juger. À l'opposé, c'est au nom du respect de l'individu. Dans les deux cas, il est question de dignité. Vous noterez d'ailleurs que dans toutes les propositions, projets, le mot dignité figure d'une manière ou d'une autre. On en reparlera encore avec le Conseil constitutionnel qui lui aussi parle de dignité. Dans les deux cas, on parle de violence. Pour les partisans de l'euthanasie, il s'agit de pacifier la violence de la mort, une mort douce, une mort paisible. Pour les personnes qui sont d'une opinion opposée, elles s'érigent extrêmement fortement, elles disent la mort est un scandale, il faut dénoncer la pacification de la violence. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'après, il y a une culpabilité qui surgit, les proches arrivent beaucoup moins facilement à faire leur deuil. Voilà. Donc également les mêmes mots. Le même mot dignité, également les mots d'égalité et de discrimination. Ceux qui sont pour l'euthanasie vont dire... les personnes qui ne trouveront pas de médecin compatissant, elles ne pourront pas avoir accès. Et les personnes qui sont contre l'euthanasie vont dire qu'il y a une rupture d'égalité parce que la clause de conscience qui pourrait être appliquée aux médecins qui refuseraient de pratiquer l'euthanasie, effectivement, elle ne sera pas appliquée. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici... chacun dénonce une sorte de loterie en fonction des équipes hospitalières. On a vu déjà que les situations sont extrêmement hétérogènes et différentes. Et là encore, d'un côté, on parle d'autodélivrance, de mort miséricordieuse. De l'autre, on dit, mais ce sont des termes qui sont avancés uniquement pour adoucir la violence de la mort. Et c'est un euphémisme utilisé. C'est vrai que le droit pratique beaucoup de périphrases et d'euphémismes. Il y a le droit de mourir dans la dignité, on ne dit pas euthanasie, il y a l'interruption volontaire de grossesse, on ne dit pas avortement, et une série de choses comme cela. Et ceux qui sont tant du côté de ceux qui sont pour que de ceux qui sont contre, eh bien, il y a l'idée qu'on accoutume progressivement, insensiblement les personnes à cette idée, et que ainsi le corps social serait prêt à admettre l'inadmissible pour ceux qui sont contre, et au fond la sauvegarde de la dignité de la personne pour ceux qui sont pour. Alors, de réponse, il n'y en a pas. La commission Sicard a constaté l'impossibilité de réconcilier ces points de vue. Ce qui vous intéressera peut-être, alors du point de vue un dernier point, c'est sur la pratique euthanasique. Je vous le disais, elle s'est répandue en marge de la loi depuis les années 80. Il y a des personnes qui peuvent se procurer un cocktail qu'on appelle lithique avec des drogues sédatives, bref. En tout cas, plusieurs questions. Qui demande l'euthanasie? Eh bien, en majorité, les personnes bien portantes. En majorité, les personnes bien portantes, l'entourage de la famille de la personne malade et parfois le personnel soignants, en tout cas, ceux qui revendiquent, qui font une demande euthanasique. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui souhaiteraient que l'euthanasie soit introduite dans le corpus légal, mais ce sont des personnes non mourantes. Qui demandent encore l'euthanasie? Ce sont les malades. Les malades, mais le constat se fait que la demande directe d'euthanasie est absolument exceptionnel, c'est rarement direct. Ce que va demander le malade, c'est « il faut que ça change, c'est plus possible, aidez-moi, on ne peut pas en rester là ». Et parfois même des demandes contradictoires. Un jour, on va demander le traitement de la dernière chance, et puis le lendemain, la même personne va souhaiter qu'on la laisse tranquille face à l'irréductibilité de ce qui l'atteint.
Et donc, certains disent que c'est plus un appel à l'aide, le fait que la personne souhaite être réconfortée, souhaite qu'on la soulage dans sa souffrance, plus qu'un appel direct à la mort. Qui le demandent encore? Les familles qui ne supportent pas, qui ne supportent pas au sens de... C'est une souffrance quasi intolérable de voir souffrir une personne que l'on aime et qui vont dire ce n'est plus possible, il faut que cela cesse, etc. etc. Il y a les soignants. Il y a les soignants dans certaines circonstances qui ne supportent plus la situation de certains patients qui souffrent en dépit de tous les traitements sédatifs, palliatifs et dont la souffrance morale est rétive à toute forme de compassion ou de réconfort, soit quand il y a eu plusieurs décès consécutifs, les soignants en forme de cri d'une demande euthanasique, que cela cesse et que voilà. Et puis il y a hélas la demande intéressée d'euthanasie. Les rapports d'enquête montrent qu'il y a un certain nombre de demandes de personnes qui souhaitent partir, avoir des projets dont un proche, la plupart du temps une personne âgée, est atteinte d'une maladie incurable et l'on demande aux médecins si on ne pourrait pas abréger ses souffrances. Entendez par là mettre un terme à sa vie afin que tout puisse continuer comme avant. Voilà ce qu'il en est de cette pratique euthanasique. Alors, face à tout cela, face à ces mots que nous avons évoqués, ce qui existe, ce qui pourrait être introduit, est-ce que le droit a des réponses? Alors, il y a des questions. Ça pose question. Ça pose question, et là encore, on va voir que ça ne pose pas une question, ça pose des questions. Ça ne pose pas une question à sens unique, ça pose des questions, j'ose pas dire à réponse multiple, mais il n'y a pas de réponse binaire, il n'y a pas de réponse simple. Il y a déjà une idée importante, il va y en avoir deux, hein, je vous rassure, je ne vais pas être trop longue. Il y a l'idée du droit de mourir ou droit à mourir, et puis après il y a l'idée du consentement, de la volonté du patient. Le droit de mourir, alors, droit à. Pour un juriste, lorsqu'il y a un lien, droit à, c'est-à-dire j'ai une créance. Et si j'ai une créance, je peux la revendiquer contre mon débiteur. Et mon débiteur, ça peut être l'État, ça peut être le corps médical, ça peut être une personne, etc. Donc, j'ai une créance contre quelqu'un, je vais la revendiquer. Et on se rend compte que quand on parle de droit à, des philosophes comme Hans Jonas, plus proche, plus récemment, André Comte-Sponville, je ne saurais trop vous recommander le numéro de septembre 2013 de Philosophie Magazine, où il y a un entretien entre André Comte-Sponville et Régis Aubry de l'Académie de médecine, extrêmement intéressant, des regards croisés, avec vraiment beaucoup de profondeur et beaucoup qui amènent à réfléchir, qui nous permettent de savoir, au fond, ce que soi-même on pourrait penser là-dessus. Donc, Hans Jonas, André Comte-Sponville reconnaissent eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a une difficulté. Est-ce en vertu d'un droit que je vis? Est-ce que demain, ce sera en vertu d'un droit que je vais mourir? L'idée d'un droit, est-ce qu'il n'y a pas ici une logique d'appropriation absolue? Mon corps est un bien, mon corps m'appartient, je suis mon corps. D'autres vont répondre, ce n'est pas appartenance, ce n'est pas appropriation. Ce n'est pas en m'appartenant comme une chose que je m'appartiens comme sujet. Et de dire, je sais bien que alors on va se revendiquer comme étant propriétaire de son corps, mais on peut à la réflexion se demander qu'est-ce que cela signifie. Je sais bien qu'on peut tout à fait, dans une société mercantile où
hélas, de plus en plus, tout est aliénable. Je pense au transfert de footballeurs. On cache cela derrière d'autres, mais ce n'est ni plus ni moins que la vente du corps, en tout cas la cession d'une personne contre rémunération. Bref. Et donc, propriétaire de soi-même, est-ce qu'on ne tombe pas dans le risque de se dire que, évidemment, on peut être esclave en étant la marchandise d'un autre, mais on peut aussi être esclave en étant le marchand de soi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi cette idée, c'est Bertrand Vergely qui l'avait introduite, il dit, voilà, ce qu'il faut, c'est exister, pas seulement vivre. Et il dit c'est-à-dire qu'il faut manifester les possibilités qui sont contenues dans un être vivant sous la forme de sa liberté. Alors il dit dans ce sens-là, que signifie être propriétaire du sens de ma vie? Que signifie cette idée, je suis propriétaire du sens de ma vie, pour la personne malade qui sait qu'elle va mourir, qu'il n'y a plus rien à faire? Pour la personne qui rédige des directives anticipées, elle ne sait pas qu'elle va mourir, ni quand, ni comment. Voilà. Et donc, il y a ici cette idée du sens que peut avoir cette appropriation de son corps. Et un autre philosophe expliquait aussi que, évidemment, l'idée, c'est de préserver la liberté des individus, mais ce faisant, est-ce qu'on n'est pas en train d'hypothéquer cette liberté? Pourquoi? Parce qu'on va favoriser la montée d'un contrôle juridique, sans contrôle, qui se charge de nous donner des autorisations pour tout. Et finalement, est-ce qu'il est bon de vouloir que tout soit autorisé, garanti par la loi? Et c'est l'autorisation qui peut opérer comme un interdit. On peut envisager cela. Toujours est-il que on peut aussi revendiquer cette idée d'un droit de mourir de la personne consciente et qui assume cette situation. Alors, est-ce possible? Tout est possible, pourrait-on dire. Mais qu'en serait-il pour le législateur? Si le législateur venait, alors déjà, il y a l'idée qui doit décider. Et de quoi? Patient, médecine, famille, une décision collégiale, etc. On va se centrer sur le patient, c'est la personne malade, c'est elle qui est au centre. Et on peut dire que, à la fois dans le corpus légal, mais aussi dans les propositions qui sont faites, la volonté de la personne malade est absolument essentielle au centre du débat, l'expression de sa dernière volonté. Alors, là encore, dernière volonté, oui, réellement, avant-dernière, comment codifier le passage de l'une à l'autre? Qui sera juge qu'il s'agit bien d'une dernière volonté? Là encore, Bertrand Vergely disait, il faut beaucoup donner à la volonté, certes, mais il ne faut pas retirer non plus trop à la pensée. Certains disent qu'il y a un risque de glissement. Effectivement, si l'on admet, on franchit une étape en admettant une forme de suicide assisté, admettons, on déplace l'interdit. Et en se fondant sur l'expérience des législations étrangères, certains disent que ce déplacement des frontières amène à envisager des situations qui n'avaient pas été prévues, et puis dans notre système codifié, la loi ne peut pas tout prévoir, des situations qui n'ont pas été prévues, qui vont être revendiquées, et jusqu'où ira-t-on dans ce glissement? Et certains d'évoquer certaines revendications en Belgique sur l'extension de la législation telle qu'elle existe dans les pays, en Hollande, aux Pays-Bas, pour étendre éventuellement le droit de mourir ou l'euthanasie pour les mineurs, pour des personnes très âgées atteintes de sénilité, dans la très très grande dépendance, voilà. Et demain les malades mentaux, voilà, c'est aussi ce risque de glissement, bref. Donc ici, liberté de mourir, oui, qui va primer sur la liberté d'y croire encore, mais ici, il importe de bien se rendre compte de ce qu'il en est. Alors, cette personne, sa dernière volonté, elle va s'exprimer dans un consentement. Le juriste, là encore, va dire
un consentement libre et éclairé. Un consentement libre pour le juriste, c'est celui qui est exempt d'erreur, qui n'a pas été surpris par une tromperie ou pris dans la pression. Et là, ici, je voudrais juste évoquer cette difficulté. On disait que la maladie bouleverse l'identité de la personne. Le corps n'obéit plus. La maladie s'interpose entre le corps et l'esprit. C'est une humanité blessée. C'est Corinne Péluchon qui s'exprime ainsi. La personne ici est compromise dans sa capacité fondamentale à gérer sa propre vulnérabilité parce qu'elle est dépendante. Elle est dépendante du corps médical, elle est dépendante de ce que vont lui apporter les personnes qui viennent la voir, etc. Au sens même de... Elle est assaillie dans son être. Et finalement, comment savoir chez un malade ainsi atteint dans son autonomie ce qui reflète sa volonté et la volonté des autres? Je pense par exemple aux malades qui intériorisent les jugements de leur famille, qui voient que pour leurs proches, les voir souffrir est insupportable. Certains malades peuvent aussi intérioriser les préjugés de la société. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui n'a plus la qualité de vie nécessaire? Se dire que dans une société comme la nôtre, est-ce qu'il existe encore une place pour une existence non productive quand la plupart des plaisirs normaux, des distractions sont refusés? Et ici, il y a une question de discernement moral qui est absolument essentielle, mais qui est loin d'être évidente. Alors, libre, oui, à condition que cette autonomie, il y a des degrés dans l'autonomie, ne soit pas trop, reste encore en pleine possession d'une personne. On sait, tout un chacun qui a été malade gravement, c'est le basculement qui se produit dans l'identité chez l'être. Alors, un consentement éclairé, c'est un consentement informé. C'est le médecin qui va informer, mais quand? Comment est-ce qu'il va informer? Alors, informer sur les conséquences de l'acte euthanasique, effectivement, mais normalement, quand une information est donnée, le médecin fait un certain nombre de prévisions. Ici, il n'y aura pas de prévision possible, puisque l'on sait que le geste se traduira par l'arrêt définitif de la vie. Et imaginons que le législateur intervienne, il faut que la loi passe le cap de l'épreuve, si j'ose dire, de la constitutionnalité. Et alors, j'en terminerai en disant que ici, le Conseil constitutionnel, à propos des lois bioéthiques en 1994, a été appelé à intervenir à propos de l'introduction de l'article 16 dans le Code civil qui, je vous le lis, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de la loi et il a proclamé le principe de l'éminente dignité de la personne humaine comme ayant un principe ayant une valeur constitutionnelle. Alors, au niveau européen, alors peut-être que le Conseil constitutionnel peut évoluer dans son idée de la sauvegarde de la dignité humaine. En tout cas, au niveau européen, dans l'affaire Diane Preti, cette dame là, au Royaume-Uni, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a refusé à cette dame le droit à une suicide, assistance à mourir, a priori, la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas particulièrement favorable au droit à mourir. Mais il faut aussi avoir bien conscience qu'elle a une conception du droit au respect de la vie privée, l'article 8 de cette convention, une conception extrêmement libérale, extrêmement large, une sorte de privacy à l'américaine, qui fait qu'au nom de cette autonomie personnelle, la Cour européenne des droits de l'homme peut être amenée à évoluer sur ces questions. Et déjà dans l'affaire de Chantal Sébir, il avait été évoqué le droit au respect de la vie privée. Et là, j'ai une décision qui n'est pas bien vieille, elle est de la Cour de la CEDH, Cour européenne du 14 mai 1993, où précisément, alors c'est par rapport à
à la Suisse. Alors la Suisse, on sait que la Suisse a admis le suicide assisté, et dans des proportions tellement vagues que ici, la Cour a été saisie parce qu'un tribunal cantonal avait refusé de permettre à une personne qui était âgée, mais pas très âgée, et qui n'était pas malade, mais qui ne se sentait plus l'utilité ni l'opportunité de vivre, de disposer de substances létales. Et la Cour européenne, en se fondant sur le droit au respect de la vie privée, alors elle n'a pas dit cela, mais elle a dit que la législation suisse doit préciser que signifie cette assistance à mourir. Est-ce que cela veut dire en fin de vie? Est-ce que ça veut dire en dehors de la fin de vie, etc. Et vous savez que précisément ce côté équivoque et vague fait qu'on parle d'un tourisme létal de personnes qui vont en Suisse et qui souhaitent pratiquer, enfin disons, que leur soit administrée la mort de cette façon-là. Toujours est-il que la Cour européenne, elle, il est possible qu'elle évolue dans sa conception, alors, sur le fondement du respect de la vie privée. Alors, ce qui paraît, me semble essentiel, c'est de redonner au moment de la fin de vie une très grande importance. Et comme disait le professeur Sicard, la parole du malade doit être entendue dans sa diversité. Et il expliquait que la médecine ne doit pas décider par elle-même. Les situations sont extrêmement différentes. Elle doit être là, favoriser le dialogue entre la famille et le malade, mais ne pas avoir cette emprise, ou en tout cas cette situation de domination, même si le médecin garde, évidemment, c'est lui qui va décider du traitement à donner, mais situation très différente, ne serait-ce qu'en prenant les cas que j'ai évoqués. Vincent Humbert avait toute sa conscience. Il était jeune, polyhandicapé. Chantal Sébir était une malade au stade terminal. Elle avait toute sa conscience, elle réclamait le suicide assisté. Comme Diane Préti en Angleterre. Vincent Lambert est dans un état qu'on appelle état végétatif, mais en lisant la décision, on se rend compte que ce n'est pas un état végétatif permanent. Il y a des distinctions entre le coma, l'état végétatif permanent, et ce qu'on appelle, j'ai lu dans la décision, il est dans un état de possi relationnel, ce qui veut dire qu'il est dans un état de conscience minimale. Alors, on se rend compte que et il est inconscient, mais dans cet état possi-relationnel, des situations extrêmement différentes, et il n'est pas en phase terminale. Il y a aussi les personnes très âgées, dépendantes, atteintes de sénilité. Il y a une série de situations et qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui progressivement voient leur personne et leur être se dégrader. Alors, je vous invite à lire un article de Anne-Laure Bock. On peut se le procurer dans la revue Débat d'avril 2013. Il m'a bouleversée. Il m'a bouleversée parce que cette neurochirurgienne qui prend parti contre l'euthanasie, elle nous dit que tant qu'on continuera à réanimer des nourrissons, des nourrissons de 800 grammes, tant qu'on continuera à, elle dit, vacciner des personnes plus que centenaires contre la grippe, il ne faudra pas s'étonner que l'on se trouve dans des situations absolument inextricables. Voilà. Et je dirais qu'en fin de compte, il ne faut pas avoir une vision incantatoire de la loi. On ne peut lui demander ce qu'elle ne peut faire. Et si je peux me permettre un avis en dernier ressort, je dirais qu'ici, c'est la notion de conscience morale qui reprend ce droit. Conscience morale collective, c'est-à-dire que ce qu'il faut atténuer, c'est l'application mécanique d'une règle. Il faut faire prévaloir le ressenti, les préférences
la conscience morale, cette norme sociale saisie par le droit. Dans ce moment d'extrême vulnérabilité, je crois que c'est important, plus que les dispositions juridiques, de tenir compte de cette volonté de la personne malade et que le discernement l'emporte sur le règlement au sens de règle. Voilà, je vous remercie.